Para el cierre de esta primera parte tenemos la ponencia titulada Discriminación racial, lingüística y profesional hacia profesores de inglés como lengua extranjera, el contexto mexicano, que imparte el Dr. Gerard Mumford. El Dr. Gerard Mumford trabaja en los programas de licenciatura y maestría en la Universidad de Guadalajara, México. Imparte las materias de pragmática, sociolingüística crítica, análisis del discurso, literatura anglófona contemporánea, inglés como lengua internacional y metodología de la enseñanza del inglés. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y tiene perfil PRODEP. Tiene doctorado en Lingüística Aplicada en Institute of Education, Universidad de Londres, y maestría en TESOL, Institute of Education, Universidad de Londres. Su tesis doctoral se enfocó en la pragmática y el análisis de discurso en una segunda lengua. Ha publicado artículos sobre la comunicación interpersonal, la cortesía y el análisis crítico del discurso. Sus últimas publicaciones incluyen Addressing Difficult Situations in Foreign Language Learning, Confusion, Impoliteness and Hostility, publicado por Routledge en 2019, y Developing Cross-Cultural Relational Ability in Foreign Language Learning, a Set-Based Pedagogy to Enhance Pragmatic Competence, que será publicado en 2022 por Routledge. Demos un aplauso para recibir al Dr. Mumford. Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues soy la persona menos indicada para esta presentación, ¿no? Y si tengo que renunciar, van a saber por qué. Entonces, vamos viendo la discriminación racial, lingüística profesional hacia profesores de inglés como lengua extranjera en el contexto mexicano. Como muchas presentaciones, empiezo con un comentario. Un gobernador me dijo, no, en México ya no hay problema con discriminación contra los maestros mexicanos. Como ya no hay tantas personas de Estados Unidos, Inglaterra, etc., pues ya no es problema. Entonces ya con esto empecé a investigar, a ver si es cierto. Entonces lo que hice fue, con unos alumnos del programa de DILE, investigando las experiencias de los egresados, ¿no? Si hay discriminación. Y hay unos comentarios para empezar la práctica, ¿no? Entonces, las experiencias de maestros de inglés como lengua extranjera. Y esas son traducciones por mi parte y Google Translate también. Entonces, yo echo la culpa a Google Translate si hay problemas, ¿no? Entonces, ahí está, no sé si... No se ve, ¿no? Sí. Sí está. Entonces, pues me he encontrado con muchas dificultades, los malos salarios, la falta de beneficios, la creencia que cualquiera puede ser profesor de inglés, afecta considerablemente la percepción hacia los maestros de inglés. Entonces, es un gran problema que enfrenta a los maestros de inglés que no toman en serio su profesión. Y yo supongo que es igual con los egresados de francés, alemán, etc. Y otro comentario, ¿no? Una persona que era hablante nativo, pero no tenía calificaciones, recibió mejores y más clases que yo. Pensé que con mi experiencia marcaría la diferencia, sin embargo, eso no sucedió. Entonces, la idea es que uno es nativo, uno puede llegar a pedir trabajo sin ningún certificado, ni se sabe su nivel de inglés y automáticamente está dando clases, ¿no? Y muchas personas creen que ya no existe esto, ¿no? De mi experiencia llevando a cabo esta investigación, no es cierto, sigue igual. Yo supongo que es igual con la enseñanza de francés y también de alemán. Y otro, he visto a profesores nativos ser promovidos sobre profesores no nativos calificados. Entonces la idea es que si uno no es mexicano, va a tener mejores oportunidades, va a tener mejores clases, sueldos, etc. Entonces es un tipo de discriminación pues, institucional y también a nivel de la profesión, ¿no? Y hay muchas personas que ni toman en serio la profesión de ser maestro de lengua extranjera, ¿no? Entonces, no sé si se puede, no, si se puede.
¿Sí se puede leer eso? Sí, sí. Eso es una cosa que salió en Twitter la semana pasada. Voy a decir en inglés, pero ojalá no haya problema, ¿no? Eso es una empresa buscando maestros para trabajar en, creo que es en China, Japón, ¿no? Dice, what is a native speaker? A native speaker is defined as someone who both speaks English as their first language and is a citizen of one of the following countries: USA, UK, Ireland, Canada, South Africa, Australia, New Zealand. If you're a citizen of a country such as India, the Philippines, or the Caribbean islands, English may well be your first language, but you're still not technically defined as a native speaker. Sorry. Entonces, la idea ahí es que para ser un nativo, tiene que estar de unos países seleccionados. Yo supongo que es igual con francés, ¿no? Que tiene que estar con, tal vez Francia, no si cuenta Canadá. Y es un gran problema etiqueta native speaker. Entonces, parte de mi argumento hoy es que ya no debes utilizar esta palabra native speaker, porque es discriminación contra las personas que supuestamente no son nativos, ¿no? Entonces, objetivo de presentación: proponer la eliminación de unos términos discriminatorios en la enseñanza de inglés como lengua extranjera. Los términos son en inglés native speaker teacher, lo que se llama NEST, y el non-native speaker teacher, non-NEST. Porque es pura discriminación. Dice que uno es non-native, quiere decir que no es igual que un native. Está devaluando sus conocimientos, sus experiencias, etc. Y también los términos hablantes nativos y hablantes no nativos. También es una forma de discriminar, devaluar los esfuerzos de otras personas. Y parte de mi presentación también voy a argumentar que los no nativos van invirtiendo muchísimo para ser maestro, y gente como yo, no como yo, voy a poner parte, pero los nativos llegan y no tienen que invertir tanto, ¿no? Está bien que no estoy incluido en este. Estoy incluido, está bien. No. Examinar formas de discriminación hacia los maestros mexicanos de enseñanza de inglés en Guadalajara, Jalisco. Entonces, esa es la idea. Entonces, la práctica más es una reflexión. Las cosas están cambiando, son iguales. ¿Qué podemos hacer? Y un problema es que los coordinadores hoy en día, muchísimos son mexicanos. Entonces, estamos viendo discriminación entre los mexicanos, ¿no? Porque un coordinador puede escoger maestros, no tiene que promover los maestros nativos, ¿no? Entonces, lo que hablamos mucho aquí es imperialismo lingüístico. Y van enfocando mucho en inglés sobre imperialismo lingüístico, pero se puede aplicar a español o se puede aplicar, yo creo, francés también. ¿Dónde está imperialismo lingüístico? Pues libros de textos y materiales didácticos estandarizados. Entonces, en Guadalajara, si uno va a aprender inglés, casi siempre son libros de textos estandarizados, ¿no? Y importados de Estados Unidos, Inglaterra. Metodologías de enseñanza universalmente aceptados también. Normalmente los métodos son de Inglaterra, Estados Unidos, hay uno otro de la India, pero en sí son metodologías anglosajones, ¿no? No sé cómo en francés. Realmente en francés están importando también metodologías. Y la pregunta sería, ¿por qué no estamos viendo cuál sería la metodología más apropiada para México? El enfoque comunicativo realmente va enfocando en las necesidades de los alumnos mexicanos, o es una importación de países anglosajones. Exámenes reconocidos internacionalmente. Entonces, en inglés tiene que presentar exámenes de TOEFL, TOEIC, Cambridge, hasta el OLG. Utilizamos exámenes del extranjero. Y uno dice, pues, ¿por qué no tenemos nuestros propios exámenes? ¿Por qué tiene que ir afuera para validar nuestros niveles de inglés? Entonces, es una forma de imperialismo, porque uno va controlando la enseñanza de idioma, y peor,
Porque para graduar de las universidades en Guadalajara, casi en todos necesitan un nivel de inglés. Entonces realmente es justo de decir a las personas, no pueden graduar si no tienen un cierto nivel de inglés. Y si vemos las universidades privadas, casi todos piden TOEFL. Piden un nivel de TOEFL que puede ser 550 puntos, 600, etc. Entonces uno puede ser el mejor biólogo en el mundo, pero no sabe inglés, entonces no pueden graduar. Entonces hay algo mal ahí, ¿no? Por otra parte, uno puede argumentar, necesita inglés para asistir a conferencias, para leer la literatura, etc. Entonces ese concepto viene de Philipson. Voy a dejar que ustedes pueden leer. Si está ahí para que no... Entonces él habla de una división desigual de poder y recursos, ¿no? Entonces se ve mucho, más en el área de inglés. Viene un experto de Inglaterra, va a una conferencia, no voy a poner nombres, pero de inglés, todo el mundo va porque viene esta persona. No es tanto si realmente esta persona tiene conocimientos, el hecho que viene de otro país es un experto. Y si uno pregunta en Inglaterra, ¿los ingleses tienen este don de aprender lenguas extranjeras? Pues ustedes que han visitado Inglaterra se ve que está muy mal esta situación. Hay poca gente en Inglaterra que van aprendiendo otros idiomas, pero la gente de Inglaterra va diciendo así se aprende una segunda lengua. Entonces hay una contradicción. Yo supongo que es igual en Estados Unidos. No sé si es igual en Francia, Alemania, etc., ¿no? También tenemos, viendo la enseñanza de inglés, la elevación, promoción, imposición de una segunda lengua, en particular en inglés como lengua extranjera, para ejercer poder y control político, económico, social sobre los habitantes del país que habla no inglés. Entonces, se hace mucho esto. En México, casi el segundo lengua, lo que aprenden en las escuelas es inglés, aunque no está definido, se toma esto. Entonces, las instituciones de fuera van controlando mucho la educación en México, ¿no? Y si uno quiere un préstamo del Banco Mundial o el Fondo Internacional Monetario, a veces una condición es que tiene que cambiar su sistema de educación y con esto imponen inglés, ¿no? ¿Cuáles son las características de un imperialismo lingüístico? Aparte de lo que he platicado, es etnocéntrico. Está enfocado en cómo es los ingleses de los Estados Unidos, es su mundo, su vida. Entonces los temas realmente son propios de esos países. Y nuestros alumnos como que a veces cuesta trabajo entender los temas, ¿no? O no son relevantes. Entonces muchos de los libros de texto son temas que realmente para mí no son tan apropiados para los alumnos mexicanos, ¿no? Una talla única. El libro de texto se vende por todo el mundo. No hay ninguna concesión que es diferente en diferentes países. Uno va a aprender igual, ¿no? Y lo preocupante de ese aspecto es cómo van dando una imagen de México. A veces en el libro de texto hay unas imágenes de México tan equivocadas que es preocupante, ¿no? Y eso es para otra plática, pero sobre el análisis crítico del discurso, cómo están proyectando a México, ¿no? No es tanto que están criticando, pero no están diciendo cómo son las cosas, ¿no? Es un prestigio fabricado por la publicidad, ¿no? Que uno dice, no, tengo que aprender inglés británico, porque el inglés británico es el mejor, ¿no? Y sí es cierto. No soy. Entonces uno va a unos institutos para aprender el inglés. Puede ser con francés, igual. Uno va a este instituto porque es por prestigio. Realmente son las mejores escuelas. Pruebas estandarizadas, lo que he platicado, ¿no? Uno toma TOEFL. Todo el mundo tiene que tomar TOEFL y con esto supuestamente va
indicando su nivel de inglés. Y realmente el TOEFL no tiene nada que ver con eso, ¿no? El TOEFL es para que realmente si uno puede estudiar a nivel de licenciatura, maestría en Estados Unidos. No habla mucho de su nivel de inglés. Entonces ahí está de Philipson, que otro artículo, si no aprenden, es responsabilidad de ustedes, especialmente de sus docentes, de la actitud de los estudiantes. Entonces, si uno está proporcionando las herramientas, ¿no?, para enseñar inglés, si no aprende la gente, es culpa de los maestros o culpa de los alumnos. No es culpa de los libros, textos, metodología, etc. Entonces, seguimos. En periodo lingüístico no se toma en cuenta textos locales. Entonces, estamos viendo realmente cuáles son las necesidades de los alumnos aquí en nuestro estado en Guadalajara, pero en México, para qué necesitan, ¿no?, inglés. Vamos impartiendo un inglés talla única, no importa para qué necesita inglés, ¿no? Y se ve un poco diferente en la frontera. Si uno está viendo las escuelas en la frontera, ellos enfocan algo en la traducción. Hay mucho turismo que viene de Estados Unidos a Baja California para conocer de medicina, ¿no?, que ellos van a hospitales. Entonces, es un poco más enfocado. Pero en general no están tomando en cuenta los contextos locales. Necesidades específicas de los alumnos, ¿no? Si vamos viendo las diferentes licenciaturas aquí en la universidad, ¿es un inglés general, un francés general, o estamos viendo en sus licenciaturas? Y yo sé que el programa de Jobs, etcétera, han tratado de responder a sus necesidades, ¿no? Pues promover el concepto de profesor de inglés nativo. Ese imperativo lingüístico es el profesor de inglés nativo, vale más que un profesor que no es nativo. Y si uno va analizando cuáles son las habilidades que tiene un maestro nativo en contra de un que no es nativo, ¿no? Pues uno que no es nativo aprendió otro idioma. Sabe cuáles son los problemas con el otro idioma. Puede identificar con los alumnos. Yo como nativo, pues, yo hablo bien el idioma, yo no entiendo por qué no entienden la gramática. Entonces, ¿quién es mejor para enseñar? Puede ser un nativo es mejor en la pragmática. Puede ser que es un poco más en conocimiento sobre cultura, pero todo lo demás se puede ver que un maestro no nativo tiene mejores conocimientos, experiencias y puede identificar más con los alumnos, ¿no? Pero vamos diciendo nativo es más importante, ¿no? El concepto de inglés como la clave para el éxito, para mí es preocupante. Tantas personas van invirtiendo en sus clases de inglés y que me sorprende cuánto cuestan ahorita. Yo siento que una persona que dice, no, pues yo quiero salir adelante, voy a una escuela aquí en Guadalajara, ¿cuánto está pagando al mes? 2,000, 3,000, 4,000. Entonces, para mí, el problema es que están prometiendo algo, realmente no van a alcanzar. Van a abrir puertas porque saben inglés. A unas personas sí, a otras personas no. Entonces, para mí es un tipo de engaño, ¿no? O hay una escuela cerca de mi casa que promete de aprender inglés en 7 semanas y medio, ¿no? Entonces promete 7 semanas y medio. ¿Qué están? Yo no sé cuánto cuestan los cursos, pero yo supongo que son miles, ¿no? Entonces no entiendo por qué 7 semanas y medio, ¿no? ¿Por qué no 7 semanas? ¿Por qué no 6? En una tarde, pues yo enseño inglés. Como que es divaluando todo la idea de idiomas, ¿no? Entonces, y también los institutos, si vamos aquí, la mayoría de los institutos privados en Guadalajara están prometiendo que uno puede llegar a niveles avanzados en un año, que va subiendo un nivel cada mes y en un año pues uno aprende otro idioma y sabemos que no es cierto, ¿no? Entonces un tipo de engaño ahí, ¿no? ¿Cómo fue el tiempo? ¿Voy bien el tiempo? Tengo 15 minutos, entonces voy a
10 minutos, voy más rápido, entonces voy a brincar. Entonces, ¿qué es el problemático? El maestro nativo. Debido al profesor inglés idealizado, predomina la discriminación de países como México, donde el conocimiento, la experiencia, las percepciones y las prácticas de los profesores mexicanos suelen ignorados y si no menos despreciados. Entonces, lo que quiero ver aquí es no solamente lo que puse aquí de pago de salarios, pero también de las discriminación laboral, condiciones laborales desiguales y menos oportunidades para adelantar la carrera. Entonces, lo que voy a rápido aquí por cuestiones del tiempo. Aquí estoy diciendo que estoy cuestionando mucho de native English speaker, NEST y non-NEST, ¿no? Entonces, ahí están estas prácticas discriminatorias. Pero lo que me interesa es, voy confundiendo todos ahí, pero esos son los cursos para teacher training. Lo que tienen que impartir los maestros para ser un maestro de inglés, 22,000, 26,000, 25,000, 18,000. Entonces está carísimo lo que tiene que invertir, ¿no? Esos son números que actualicé la semana pasada. Entonces, eso es una inversión para ser maestro, ¿no? Entonces yo creo que los que están estudiando en la UDG están muy afortunados que no tienen que invertir este tipo de y lo que necesitan son niveles de TOEFL. Entonces, también en estos institutos que están pidiendo, ¿no? 550 puntos TOEFL, los 500. Entonces, tiene que invertir también en clases de inglés, presentar el examen, que está siendo más y más caro en los exámenes de TOEFL. Creo que ahorita están en como 3,000 pesos el TOEFL ITP. Entonces, es carísimo lo que tiene que invertir. Entonces, uno dice, un maestro que es nativo no tiene que hacer esta inversión. ¿Es justo? ¿O algo está mal aquí? O por lo menos que no están tomando en cuenta la inversión. Debe preguntar al maestro nativo, a ver, ¿cuáles son sus habilidades, su experiencia para enseñar otro idioma, ¿no? Eso es el estudio que hice con 29 maestros que salieron de aquí de Dillon. Y aquí están, dejo esto en inglés, sus comentarios. Entonces, primero, sometimes there's this stereotype, the fact that you are native, automatically you are an excellent teacher. Es muy común eso. Nativo, ya está sus clases porque es muy bueno, ¿no? Some teachers are hired just because they're native and not because of the knowledge to teach. People tend to believe that knowing the language is enough to teach it. They think that they can learn much more from it. Entonces es un problema. El hecho que uno es nativo, uno es un buen maestro. Y sabemos esto de nuestras licenciaturas. La gente no entiende por qué necesita 4 años para ser un maestro de idioma, ¿no? Porque no es solamente los conocimientos del idioma, uno tiene que saber cómo imparte estos pues conocimientos. Y no es como en otras licenciaturas que enfocan mucho más en el contenido y no están viendo cómo tiene que expresar este contenido a otras personas. Entonces ahí están lo que los maestros están reportando en sus experiencias en sus escuelas, ¿no? Language knowledge. That is a misconception. They, native speakers, might have learned the language naturally, but it doesn't mean that their knowledge of it is total, and yet they are easily hired and overestimated. Todos los nativos tienen trabajo fácil y van estimando sus conocimientos. A veces ni tiene validez. Por ejemplo, si alguien me pregunta a mí, en Inglaterra, ¿cómo se dice eso? La pregunta debe ser, ¿cuánto tiempo lleva en México? Porque si yo llevo 20 años en México, realmente yo sé cómo están utilizando el inglés en Inglaterra. Entonces, a veces ni el nativo es una buena fuente de conocimientos, ¿no?
Pero sí, voy a preguntar a un nativo. Pues muchos nativos tienen demasiado tiempo aquí en México. Yo me voy. No. Entonces, we often think that just because their native speakers' first language is English, we assume that they are going to know it better than non-native speakers, also because they sound cute. Se ve eso con el maestro o maestra, que es un güero o güera, ojos azules, pasa. Y los alumnos les encanta eso. Supuestamente les encanta, ¿no? Facilidad de encontrar trabajo. Some teachers are hired just because they're native, not because they have knowledge to teach. Most Mexican people are malinchistas. Ahí viene el aspecto de los mexicanos, ¿no? So they think that every person that comes from a native-speaking country is better than a Mexican teacher, especially if this person is blonde. Entonces, percepción. Y en ese sentido, pues los coordinadores tienen mucha responsabilidad, porque ellos están diciendo, necesito nativo. Yo entiendo que hay mucha presión de los alumnos, porque los alumnos dicen, ¿cuándo vamos a tener nativo? ¿Cuándo vamos a tener un nativo? Oportunidades para su carrera, ¿no? They native speakers are usually given with high levels to teach, and those levels are better paid. They can be undressed for the class and nothing happens. Underdressed, yeah. Que a veces van muy fachosos los maestros que no son de México, pero nadie dice nada. Pero si es mexicano, tiene que vestir bien, ¿no? Entonces, eso sí, sí, también yo he visto eso mucho. Cuando yo trabajaba en defensa de institutos, se ve eso, los extranjeros pueden vestir como quieren. The native speakers, in the Mexican context, they still tend to give preference to foreign people just because they are foreign. Unfortunately, the belief that a native speaker will teach better still persists. Entonces, lo interesante es, ¿cuántas personas están en este estudio? 29, creo. Son pocos maestros en sí y tantos comentarios, todos diferentes. Entonces, no es, regresando a mi pregunta al principio, ¿hay un problema en México? Pues, de estos comentarios, sí el problema, ¿no? Y tratamiento en el trabajo, ¿no? Many institutions take for granted that just by being a native English speaker, that person will have the ability, skills, knowledge to teach English at any level. Non-native people have a more difficult task as they may be required more qualifications and experience than a native teacher. Entonces, está viendo eso, ¿no? Nativos no están pidiendo tantos papeles, etcétera, que ellos entran, ¿no? Y they got paid more than the others when they wanted to quit. The institution offers them more money to stay there. Voy terminando, para que no me regalen. Desarrolla cursos de formación para profesores locales que se enfoquen en los objetivos educativos locales en lengua extranjera. Entonces, lo que tenemos que ver es mucho más teacher training, pero enfocado en las necesidades de México, metodologías, necesidades, que no estamos importando los métodos sin pensar, realmente están relevantes. Claro, no estoy diciendo que se rechaza todo. Hay unos que son muy buenos, ¿no? Pero otros, como dicen, realmente es apropiado. Desarrollar teorías y prácticas de enseñanza en lenguas extranjeras locales para que la enseñanza y aprendizaje sea más relevante y práctica. Entonces, viendo realmente nuestros cursos son relevantes o estamos siguiendo el libro de texto de un libro importado de Inglaterra o Estados Unidos. Y el último, identificarse más de cerca con las necesidades locales de los estudiantes y así brindar a los profesores bilingües los conocimientos y habilidades necesarias para resolver estas necesidades, ¿no? Entonces, mi punto de vista de esta presentación es más, tenemos que enfocar en el contexto local. Hasta en la variedad de inglés que estamos enseñando, claro, tenemos que tomar en cuenta el inglés de TOEFL, Cambridge, porque nuestros alumnos pues están buscando trabajo, están buscando estudios, después de salir de aquí para estudiar sus maestrías, entonces necesitan el inglés
que es un inglés, digamos, estándar, pero al mismo tiempo tenemos que ver cuál es su forma de utilizar inglés en su contexto local. Lo que se llama en inglés English as an International Language. English as an International Language enfoca en el inglés estándar, pero también un inglés lo que están utilizando. Y con esto, ¿muy bien? Perfecto. Muchas gracias. También me voy. Ya voy al aeropuerto y me voy. Excelente. Aquí pues tenemos muchas congratulaciones en redes sociales, sharing. Pues aquí también presencialmente. No sé si tuvieran alguna pregunta. Adelante, Mike. Bueno, dicotomía es como la de no es, obviamente vamos a tener este tipo de problemas. ¿Conoces si ya hay terminología para dirigirse a este tipo de profesores de alguna diferente manera, o tú propones algo diferente? Si yo sabía que iba a preguntar eso. Es que pues hay un libro, no tengo el título, es algo que se llama Brain. Él está ofreciendo bilingual speaker, bilingual teacher. Porque en sí son gente bilingüe, ¿no? Si está enseñando inglés, pues uno es un bilingüe, ¿no? Yo sé que tal vez no tiene aceptación con el público en general, pero le da más reconocimientos, estatus Es un término más neutro. Sí. Y también para mí, puede ser que yo soy un maestro bilingüe si yo sé español, porque eso sería el otro lado, ¿no? Si viene un inglés a México para enseñar inglés y no sabe español, no es bilingüe, ¿no? Es monolingüe en inglés, ¿no? Entonces, hasta cierto punto uno va reconociendo el valor, ¿no?, de un maestro mexicano. ¿Sí? ¿Está bien? Pero yo creo que la gente sí están como jugando un poco cuál sería pues etiqueta como más apropiada, pero bilingual teacher, bilingual speaker a mí no está mal, ¿no? Como una fase de acomodo. Sí. Gracias. Muy bien, adelante, Humberto. Sí. A mí me parece esa discriminación lingüística deriva obligatoriamente de una colonización de las mentes, y esa colonización se queda anclada, y eso ya tiene muchísimos años, sobre todo que tenemos un input permanente desde el cine, la música, etc. Y esa colonización es indetectable para muchísimas personas. Y muchos de estos profesores que tú encuestaste, pues por sus respuestas parecen estar conscientes del problema. Sin embargo, en sus clases inconscientemente refuerzan aquello contra lo cual se rebelan, por sus comportamientos, por sus maneras de poner en diferentes balanzas la cultura de la lengua meta y la cultura del país. Entonces, ¿qué hacer en la formación? ¿Cómo reforzar en la formación de los profesores y tener un cierto nivel de certeza o que esos profesores están conscientes poco de esos comportamientos que para ellos son naturales, porque los han internalizado a lo largo de toda su vida? Es que si yo voy viendo Le Dile, ¿no? Ahí está la coordinadora Le Dile, pero no importa. Es que en Le Dile hacemos reflexión. Hay discriminación contra los mexicanos en el programa. Yo soy, creo, el único persona que no es mexicana en el programa, ¿no? Todos son maestros mexicanos, ¿no? En nuestra forma de enseñanza, cómo estamos preparando alumnos, seguimos diciendo, no, el native speaker es el mejor, eso tiene que ser nuestro modo. ¿El inglés vital? No, pues eso sí. No, en serio. Entonces, tenemos que ver eso, realmente nuestros programas, ¿estamos reconociendo esto o seguimos, no? Porque si todo el programa está controlado por personas que no son nativos, digamos, ¿no?
Entonces, ¿por qué sigue este tipo de discriminación? Entonces, yo creo que lo que tenemos que ver es los programas. Si hay cosas en los programas donde seguimos con la idea, ¿no? Porque del edile salen gobernadores, salen de estos maestros, ¿no? Entonces, yo no sé si para nosotros tenemos que reflexionar qué estamos haciendo. Y no sé en francés si es igual o en alemán, ¿no? No sé si es una respuesta, porque hay algo mal en nuestra preparación que salen con la idea que es un nativo, porque yo no quiero poner nombres, pero viene alguien de México, de Inglaterra, y todo el mundo, ay, yo voy a esta conferencia porque viene de Inglaterra. Sí, exactamente. Excelente, muchas gracias, doctor Montfort, por su intervención. Y pues ahorita la idea es continuar a las 12:50 con la segunda parte de este evento, en donde tendremos la participación de la doctora Aide, que nos acompaña desde la UNAM. Tendremos la participación de la doctora Sara Quintero y la participación del doctor Philippe Blanchet, que se enlaza desde Francia. Pues muchas gracias, tomamos un receso de 5 minutos y de nuevo gracias al doctor Montfort. Como es de su conocimiento, este año el Departamento de Lenguas se ha engalanado con la fundación de un nuevo posgrado. En efecto, además de la maestría en estudios de las lenguas y culturas inglesas, la maestría en enseñanza del inglés como lengua extranjera y la maestría interinstitucional en Deutsch als Fremdsprache, estudios interculturales de lengua, literatura y cultura alemanas, el pasado agosto hemos comenzado con la maestría en estudios francófonos, pedagogía, lingüística y estudios interculturales. Esta maestría se enmarca en el contexto del convenio de colaboración entre la Secretaría de Educación Pública y el Ministerio de la Unión Europea y de Asuntos Exteriores de Francia para promover la enseñanza del idioma francés en los planteles educativos. En el marco de este convenio se hace hincapié en la necesidad de apoyar los programas de doble titulación con Francia, y este posgrado justamente tiene el objetivo de constituirse como un programa de doble titulación entre la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Rennes. Más específicamente con el Máster Francophonie, Plurilingüisme et Médiation Interculturelle. Además, cabe señalar que una de las propuestas del posgrado consiste en formar mediadores culturales e intermediarios lingüísticos en el área del mundo cultural francófono. Asimismo, de alguna manera, este posgrado también responde a la necesidad de crear un espacio para los egresados de la licenciatura en didáctica del francés como lengua extranjera, que, digamos como paréntesis cultural, ya cumplió 30 años de formar especialistas en el marco de la enseñanza-aprendizaje del francés en el occidente del país, y que por supuesto pertenece al Departamento de Lenguas Modernas. Así pues, con el preámbulo anterior, el presente espacio de este seminario está dedicado a indagar el rol que juega el francés tanto a nivel nacional como internacional, y para ello contamos con la presencia de dos reconocidos especialistas en el tema. Por un lado, desde la distancia, nos es muy grato saludar al doctor Philippe Blanchet. Hola, Philippe. Y cuya biodata me permito leer a continuación. Philippe Blanchet es profesor de Ciencias del Lenguaje con especialidad en Sociolingüística y Didáctica de Lenguas en la Universidad de Rennes. Ha sido profesor de inglés en Francia, de francés en la África anglófona y de provenzal en Francia en redes de asociaciones, así como formador de profesores hasta el presente a nivel universitario, en donde ha creado y dirigido el Máster Francophonie, Plurilingüisme et Médiation Interculturelle. Se ha desempeñado como experto en política lingüística y educativa plurilingüe en grandes organismos internacionales, tales como Agence Universitaire de la Francophonie, Organización de las Naciones Unidas, Organización Internacional de la Francofonía, Consejo de Europa, entre otros. Ha trabajado en diversos lugares, particularmente en la Provenza, Bretaña, Francia, Magreb, África, Océano Índico y América del Sur. Ha estudiado las dinámicas de desarrollo y discriminación de la pluralidad lingüística en las políticas y las prácticas lingüísticas y educativas, particularmente del francés en el mundo francófono, didáctica plurilingüe y enfoque intercultural. Es autor de libros científicos de referencia en su ámbito. Y bueno, por otro lado, contamos con la presencia
aquí a mi lado, también me da muchísimo gusto saludarte, Aide, pues a la doctora Aide Silva, también cuya biodata me permito leer a continuación. La doctora Aide Silva es profesora de tiempo completo del Colegio de Letras Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Funge desde 2017 como responsable del área de didáctica de la lengua y la literatura. Es titular de un doctorado en literatura y civilización francesas por la Universidad de Paris 3. Cuenta además con especializaciones en didáctica, traducción, interpretación y ciencias del juego. Es investigadora nacional nivel 1 y se hizo acreedora en 2007 a la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia en humanidades. Actualmente participa en proyectos de investigación en el área de la didáctica de lenguas extranjeras. Es autora de 3 libros y coautora de 3 más. Cuenta con cerca de 125 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales y ha impartido desde 1992 en 18 países más de 225 talleres pedagógicos, principalmente relacionados con la enseñanza de la lengua y la literatura desde una perspectiva lúdica, tema justamente del libro que publicó en París en 2008, Le jeu en classe de langue de la editorial Clé Internacional. Pues luego de presentar a nuestros 2 ponentes, les pido un fuerte aplauso para ellos. Y justamente vamos a cambiar nuestro código, vamos a alternar, bueno, ahora vamos a cambiar por completo a francés para dar inicio con esta mesa redonda. Donc, ceci étant dit, à partir de maintenant, voilà, on va continuer en français. Et pour cette table ronde intitulée « Le rôle du français au Mexique dans le monde, défis et perspectives », je vais tout d'abord céder la parole à nos 2 présentateurs. Vous avez chacun 5 minutes pour présenter ce sujet. Et puis, je vais me permettre de vous poser une série de questions à propos de ce sujet. Donc, on va commencer avec la participation de M. Blanchet. Monsieur, vous avez 5 minutes pour présenter le sujet. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, 5 minutes pour présenter un sujet aussi important, c'est difficile. Je pense que l'importance de l'enseignement du français est une question qu'il faut d'abord clarifier sur le plan du point de vue. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, je suis perçu comme un professeur français enseignant en France. Mais je dois vous dire que le français n'est pas ma langue première. Je parle une langue qu'en France on appelle la régionale, qui est le provençal. Le français est pour moi une langue seconde ou même 3e, parce que je parle aussi italien, qui est une langue de ma famille d'origine immigrée. Et donc mon point de vue sur le français n'est pas du tout un point de vue, disons, politique ou, orienté au bénéfice de l'influence française. C'est pas du tout ça. C'est simplement que je constate que le français est devenu depuis de nombreuses décennies une langue internationale de 2 façons. D'une part, le français est une langue qui est la langue officielle et la langue principale d'éducation dans une quarantaine de pays et de provinces du monde. Et d'autre part, parce que le français est l'une des langues les plus enseignées au monde, avec l'anglais et l'espagnol. Et donc, je pense que nous avons 2 bonnes raisons de nous intéresser à l'enseignement du français dans le monde. Quand on parle l'espagnol, comme beaucoup d'entre vous, il nous manque seulement 2 langues pour couvrir la quasi-totalité du monde. Si vous parlez l'espagnol, l'anglais et le français, vous pouvez être compris à peu près partout dans le monde. Et donc je pense que le français, de ce point de vue-là, est l'une des 3 pièces maîtresses de la communication internationale. D'une part, partout où il est déjà parlé, dans des pays francophones, mais aussi parce qu'il y a dans beaucoup d'endroits du monde des gens qui apprennent le français comme langue seconde, comme langue 3e. Et donc, qu'il y a un intérêt à utiliser le français comme langue de communication internationale avant tout. Voilà, nous avons une très bonne introduction au sujet de la part de M. Blanchet.
C'est à vous, Madame Silva. Merci. C'est effectivement très très court, d'autant plus que je tiens à commencer par remercier les organisateurs, toute l'équipe de l'Université de Guadalajara et bien entendu dire ma joie d'être ne serait-ce qu'à distance avec Philippe Blanchet, que j'apprécie énormément. Mais bon, cela étant dit, pour répondre assez rapidement, je voudrais répondre d'abord en dressant un constat, en rappelant que le français au Mexique est une langue vivace, est une langue historique. Et il n'y a pas de consensus sur les chiffres. Depuis plusieurs années, on essaye de savoir combien de personnes parlent, connaissent, comprennent le français. Et là, c'est aussi une question de catégorie. Mais on est d'accord pour dire que c'est la deuxième langue étrangère apprise, avec environ quelques dizaines de millions, plus ou moins, 300 000 locuteurs au Mexique. Donc c'est une langue qui est présente sur notre territoire et on assiste à l'enseignement du français et en français depuis la maternelle jusqu'à l'université. Il ne faut pas oublier que nous avons au Mexique 5 écoles élémentaires qui offrent justement des cours de maternelle, primaire, secondaire, lycée, dont le lycée de Guadalajara, 2 lycées français aussi à Mexico, mais aussi celui de Cuernavaca et l'école française Alexandre Dumas. Donc nous avons une formation en français dès la maternelle et nous avons aussi depuis 2 ou 3 ans l'université bilingue technologique de Monterrey. Et à cela s'ajoutent aussi, évidemment, tous les étudiants qui étudient dans les centres de langue des universités, dans les centres de langue privées, dans les écoles. Je sais qu'à Guadalajara aussi, les lycéens apprennent le français, comme à Mexico. Et il y a une vingtaine de cursus supérieurs au Mexique qui enseignent en français. Le chiffre varie aussi en fonction des années, mais nous avons donc une offre éducative très très vaste en français et donc on enseigne le français, mais on enseigne aussi en français au Mexique. La présence francophone est énorme au Mexique, elle est institutionnelle. Il ne faut pas oublier que le Mexique est membre observateur de l'Organisation internationale de la francophonie depuis 2014. Il y a des membres de l'Agence universitaire de la francophonie, plusieurs centres et établissements importants comme l'IRD, le CNRS, etc. ont des antennes au Mexique. Et l'UNAM, par exemple, qui est l'institution que je connais le mieux, a une antenne à Paris, mais aussi une antenne au Canada. Donc, nous sommes très bien représentés dans des pays francophones et les pays francophones sont très bien représentés. Il y a l'ambassade de France a son siège à Mexico et plusieurs consulats dans le pays. Pratiquement tous les pays francophones sont représentés aussi. Historiquement, nous sommes aussi le premier pays à avoir accueilli une alliance française hors Paris à la fin du XIXe siècle. Nous avons aussi l'une des rares délégations générales du Québec à Mexico. Nous avons donc une présence québécoise forte. Il y a aussi une question de présence économique avec des centaines d'entreprises françaises bien entendu, mais aussi francophones. Et il ne faut pas oublier le Canada francophone et d'autres entreprises. Je ne sais pas, vous avez tous un jour sûrement tourné un robinet Elvex. Et je ne sais pas si vous saviez que Elvex est une marque suisse fondée par des Suisses au Mexique. Donc nous avons une présence francophone économiquement forte, scientifique, Mexprotech, Mesfitech, etc. Mouframex, j'espère que vous connaissez la maison universitaire franco-mexicaine qui est à Toulouse, qui vient de créer cette année le réseau de recherche franco-mexicain. Et donc, si vous n'êtes pas encore membre, il faut adhérer. Et ils ont, par exemple, dressé un annuaire de mexicanistes en France avec plusieurs centaines de personnes. Vraiment, il y a des échanges dans tous les domaines. Évidemment, le domaine le plus fort, c'est le domaine culturel. Il y a 2 ans environ, la déléguée du Québec au Mexique disait qu'au Mexique, il y a 300 événements qui ont à voir avec le Québec chaque année. Donc, pratiquement chaque jour, vous pourriez assister, connaître quelque chose qui a à voir avec le Québec, et c'est juste le Québec. Donc, au Mexique, quand on veut vivre en français, on peut le faire. Donc, très rapidement, pour répondre à la question, moi je dirais que nous avons essentiellement 3 défis, et
qui sont justement, comme cela a été déjà dit dans les tables précédentes, abandonner le paradigme du bilinguisme sélectif. Penser que être bilingue, c'est être bilingue espagnol et anglais, puisque être bilingue, c'est espagnol et langue autochtone ou français ou autre. Promouvoir aussi la formulation de politique linguistique explicite, parce que l'UNAM, par exemple, ne compte pas de politique linguistique, et beaucoup d'institutions n'ont pas de politique linguistique, et le Mexique n'a pas une politique claire de politique linguistique par rapport aux langues étrangères, notamment. Et je voudrais, comme troisième défi et dernier, citer un proverbe qui dit « Aimer et savoir ont même manoir ». Aimer et savoir vivre dans la même maison. Je crois qu'il nous faudrait cartographier davantage les langues en général et le français en particulier pour en savoir plus. Et finalement, quant aux perspectives, moi je crois que le moment actuel nous permet d'envisager, d'espérer une diversification de passerelles vers la francophonie internationale, la francophonie du monde. Et j'aimerais ici souligner les passerelles vers la francophonie des Amériques. Nous sommes 33 millions dans les Amériques à parler le français, donc c'est important de renforcer ces liens, renforcer donc ces communautés francophones et francophiles dans le Mexique et dans les Amériques, et aussi adopter la langue française, ça va être le sujet de la discussion de ce soir, comme langue internationale et inclusive, comme langue véhiculaire qui permet de mettre en contact les soi-disant périphériques. Et juste, je termine par cet exemple. En ce moment, avec les étudiants, nous abordons la littérature autochtone québécoise, donc des auteurs inuits qui écrivent en inou et en français. Et cela nous a permis, au grand étonnement et à la grande satisfaction des étudiants, d'étudier aussi les langues indiennes, la littérature en langue indigène, donc par exemple des zapothèques. Et le français est donc ici un véhicule pour mettre en contact les cosmogonies inuits et zapothèques. Je pense que le français peut nous permettre d'envisager le monde autrement et qu'il faut aborder donc le français comme cette langue internationale et inclusive. Waouh! Nous avons eu une vraie introduction, ok? Bon, c'est vrai que nous avons vu quand même que le rôle du français, c'est quand même important, pas seulement de manière internationale, mais aussi au Mexique, nous voyons qu'il joue un rôle important aussi, non? Donc, je voudrais vous présenter une situation qui est à mes yeux une contradiction courante dans les espaces de travail des professeurs de FLE et qui concerne justement les variations du français et les représentations qui en découlent. Au Mexique, c'est vrai, nous sommes conscients de l'importance d'enseigner la diversité des Français. Bon, mais le professeur du FLE est, pour ainsi dire, tiraillé entre ce que proposent les spécialistes comme M. Blanchet et l'imposition par les institutions impliquées dans le FLE. Aussi, des manuels de français centrés sur le français de France. Et à cet état de choses s'ajoute la représentation bien ancrée dans l'imaginaire collectif des apprenants de français. Et ils croient que le vrai français, ou étudier le vrai français, c'est le français de France. Le statut de prestige aussi qu'a le français d'Europe, et plus particulièrement celui de France. Et si on veut aller au-delà, celui de Paris. Ce qui peut provoquer des petites tensions, non, à l'intérieur des cours. Donc, cette première question se pose à propos de comment concilier ces contradictions. Donc, on commence avec Monsieur Blanchet. Merci. Comment concilier ces contradictions? Je ne suis pas sûr que la solution, ça soit de les concilier. Je pense que quand on enseigne une langue, on a un rôle éducatif qui va bien au-delà de la langue elle-même. Et que enseigner une langue, développer le plurilinguisme, développer une connaissance de cultures diverses, de cultures multiples, c'est aussi une façon d'éduquer les gens à un autre regard sur le monde. Je pense qu'on ne peut pas enseigner les langues sans s'interroger sur le projet de société que nous avons en tant qu'enseignants de langue. Pourquoi est-ce que nous enseignons des langues? Pourquoi est-ce que des gens viennent les apprendre? Quelles sont nos valeurs? Quelles sont nos convictions?
Ça me paraît très important pour que nous ne soyons pas juste les relais, les courroies de transmission de pouvoir, d'influence, de pression, d'idéologie, de croyance. Alors c'est vrai, Sarah a raison de le rappeler, il y a une croyance selon laquelle le français, qui effectivement, historiquement, est au départ la langue de Paris, que ce français qui vient de Paris serait de plus grand prestige, de plus grande valeur, si on respecte un modèle parisien, autour de Paris un modèle français, et en tout cas un modèle européen. Je comprends très bien que les gens pensent ça, parce que toute une idéologie linguistique, toute une croyance a été répandue depuis de nombreuses décennies, depuis de nombreuses années, pour faire croire à la supériorité d'un français parisien. Et pour être même plus précis, d'un français parisien de la bourgeoisie et de l'aristocratie. Donc vous voyez que le cercle se resserre petit à petit. C'est une croyance qui est très répandue dans le monde, et ça sert de modèle. Alors moi, je ne suis pas originaire ni de Paris ni de la bourgeoisie, je viens d'une région marginale de France, où nous avons toujours regardé Paris comme un monde un peu éloigné, un peu étrange, et pour tout dire un peu colonial. Ça m'a facilité la prise de distance. Je pense que cette croyance ne mérite pas plus d'intérêt que toutes les autres croyances. Moi qui suis chercheur, j'essaye d'avoir une pensée scientifique, rationnelle, fondée sur des faits et fondée sur des valeurs. Donc mon travail de chercheur, mon travail de scientifique, c'est au contraire de déconstruire les croyances pour que les gens aient une vision des choses qui soit, je pense, je crois, de ce point de vue-là, j'en ai la conviction, plus juste, plus rationnelle. Et donc je pense qu'en même temps qu'on enseigne le français, on doit déconstruire les croyances sur la langue française. Et pour vous qui êtes sur le continent américain, pour vous qui êtes relativement éloignés de l'Europe et de la France, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais je pense que tant qu'on pensera que le français de Paris est supérieur au français de Marseille, que le français de France est supérieur au français du Québec, tant qu'on pensera que le français du Québec est supérieur au français que parlent des Mexicains, des Latino-Américains qui ont appris le français, on restera dépendant d'une forme de colonialisme, d'une domination par un modèle central, européen, parisien, aristocrate, bourgeois, dont nous devons nous séparer. Le français, bien sûr, nous a été imposé par le pouvoir parisien. Bien sûr, il nous a été imposé par la colonisation. Bien sûr, il s'est répandu dans le monde parce qu'il a été à une époque la langue d'un des 2 ou 3 plus grands empires coloniaux. Il a été imposé par la puissance de l'argent, par la puissance de l'armée, par la puissance politique. Mais c'est fini. C'est fini. Depuis la décolonisation, depuis les années 1960, le français n'est plus seulement la langue de la France, il n'est plus seulement la langue de Paris, il n'est plus seulement la langue du pouvoir. Le français est devenu la langue de toutes les populations du monde qui se le sont appropriées. Le français est tout autant aujourd'hui la langue des Québécois, des Guyanais, des Haïtiens. Je prends des voisins pour vous, des Louisianais aux États-Unis, que la langue de France et de plusieurs pays d'Europe, comme la France, la Belgique, la Suisse, la Principauté de Monaco
ou le Val d'Aoste en Italie. Cette langue, il faut que nous l'approprions. C'est la langue de toutes les personnes et de toutes les communautés qui parlent français. Si on est d'accord avec ce projet-là, avec l'idée que le français est vraiment une langue en partage, vous connaissez cette expression qui a été répandue par les organisations francophones. Les pays francophones sont les pays qui ont le français en partage. Très bien. Partageons-le vraiment. Il faut le partager de façon fraternelle, de façon solidaire, de façon égale. Le français est la langue de toutes les personnes, de toutes les communautés qui veulent parler français. À partir de là, la question du prestige, de la domination du modèle français, du modèle parisien, doit être remise en question. Elle doit être déconstruite, elle doit tomber. Le français aujourd'hui, c'est tout autant la langue des Libanais, des Algériens, des Sénégalais, des Camerounais, des personnes qui, comme j'en rencontre souvent, en Argentine, en Uruguay, au Brésil, au Mexique, utilisent la langue française. À partir du moment où vous vous en servez, elle est à vous. À partir du moment où vous la parlez, elle est à vous. Vous la lisez, elle est à vous. Faites-en ce que vous voulez. Avec légitimité. Il est tout aussi légitime de s'affirmer francophone argentin, francophone brésilien, francophone mexicain, que de s'affirmer francophone canadien, francophone africain, francophone maghrébin ou francophone de France. Tout le monde a égalité. À partir de ce constat, parce que si on sort de l'idéologie, la seule chose qu'on peut constater, c'est que tous ces gens-là utilisent le français. À partir de ce constat, il faut se mettre dans la tête qu'on est bien dans un français langue internationale, dans un français qui appartient à tous les écrivains, à tous les lecteurs, à tous les journalistes, à tous les universitaires, à tous les travailleurs et à toutes les travailleuses qui utilisent le français et qui ont droit à la même reconnaissance, à la même dignité. Donc, le français que parle aujourd'hui dans votre amphithéâtre, mes collègues et amis, Haïdé, que je connais depuis de nombreuses années, la dernière fois que nous nous sommes vus, c'était pour partager un excellent repas à Mexico, ou Sarah, ou Reynaldo et mes amis de Guadalajara. Ce français-là, il est tout aussi légitime, il est tout aussi digne que le français que je parle, qui d'ailleurs n'est pas ma langue première, ou toute personne qui parle français dans le monde. C'est notre, notre langue partagée. C'est pas notre langue première, à personne d'entre nous, mais elle nous permet de communiquer, d'avoir des relations intellectuelles, académiques, culturelles, mais aussi des relations humaines, des relations chaleureuses, des relations affectives, des relations de plaisir, des relations amicales. Si on se met vraiment ça dans la tête, ça veut dire que du coup, on laisse tomber la hiérarchie, on laisse tomber le prestige. Le français devient une langue de relation à égalité entre nous tous. Et donc, vous pouvez parler et enseigner en toute dignité, chacun, chacune, le français à votre façon. Je pense que c'est de la discrimination quand on dit qu'on veut embaucher un professeur de français et qu'on demande que cette personne soit francophone natif. D'abord parce que personne n'est natif d'une langue, ça n'existe pas. Vous, comme moi, quand nous sommes nés, nous ne parlions aucune langue. Et nous avons appris les langues dans lesquelles nous avons baigné. À partir de là, nous sommes tous à égalité quand nous arrivons sur Terre. Et à partir de là, toute personne qui connaît suffisamment le français et qui est un professionnel ou une professionnelle de l'enseignement est parfaitement légitime pour enseigner le français. Qu'elle soit mexicaine, qu'elle soit argentine, qu'elle soit brésilienne, qu'elle soit états-unienne, qu'elle soit sénégalaise ou qu'elle soit française, et quand elle est française, qu'elle soit bretonne. Derrière moi, vous avez un beau paysage du bout de la Bretagne, c'est la pointe extrême. Au bout, là, vous voyez la pointe qui est là, là. Au bout, là, en face, il y a l'Amérique.
qu'on soit originaire de cette Bretagne, où la langue est le breton et pas le français au départ, de ma Provence, de partout, nous sommes tous légitimes, égaux. Et je trouve que ça revient à ce que je disais au début, c'est un projet de société. C'est une façon de penser que l'enseignement des langues va servir à nous éduquer, au-delà de la question linguistique, de nous donner une éducation humaine, culturelle, politique, au bon sens du terme politique, c'est-à-dire une éducation qui va nous apprendre à vivre ensemble. Et donc, quand je vous entends parler français, je trouve que vous êtes aussi légitime que moi à l'enseigner, à le parler, à votre façon, avec votre prononciation, dans votre contexte, et que tous les francophones du monde sont à égalité. Si nous arrivons un jour à créer l'égalité dans la francophonie, nous aurons obtenu une grande victoire. Merci bien, Monsieur Blanchet. C'est une réponse hyper intéressante, mais c'est le tour de Madame Silva. Alors, je commencerai par dire que j'adhère complètement aux propos de Philippe et en même temps, je sais que certains d'entre vous pourront penser que c'est utopique, que pour l'instant c'est un beau projet, c'est le projet de cette égalité, de cette légitimité, de cette dignité, mais que dans les faits, comme cela a été évoqué d'ailleurs dans la conférence précédente, il y a encore beaucoup d'écueils à cette idée d'égalité, etc. Alors je voudrais brièvement donner quelques orientations pédagogiques concrètes sur le terrain depuis le Mexique. Et moi je dirais que pour faire accepter et surtout pour faire avancer cette vision de la francophonie et des X-phonies de toute langue, parce que cela applique pour le français, mais cela applique pour les autres langues, pour faire avancer cette idée de notre légitimité en tant que locuteur des différentes langues dans lesquelles nous agissons, il faut insister sur la prise de conscience, ce qu'on appelle aujourd'hui, selon le cadre européen commun de référence, la prise de conscience interculturelle et surtout sur la prise de conscience pluriculturelle. Nous sommes tous, absolument tous, des mosaïques, ne serait-ce que parce que nous avons mangé de la pizza et bu de la bière belge et que nous regardons, nous écoutons du K-pop, etc. Nous sommes tous pluriculturels et je pense que même si nous le sommes, il faut développer cette prise de conscience du fait que toute personne, que toute communauté sont d'emblée non pas multiculturelles selon le modèle anglo-saxon où il y a des fragments juxtaposés, mais nous sommes véritablement pluriculturels et je pense que cela est particulièrement facile et particulièrement important depuis le Mexique parce qu'au Mexique nous parlons un espagnol dit périphérique. Notre espagnol n'est pas l'espagnol de la métropole. Nous ne traitons pas, nous n'utilisons pas le feu, nous avons les différences de pronoms, etc. Mais notre situation est un peu différente à celle des Québécois. Les Québécois sont 7 millions contre 60 et quelques millions de Français. Nous, on est 120 millions contre, je ne sais plus combien, mais la moitié environ d'Espagnols. Donc nous, on est très à l'aise dans notre périphérie parce qu'on est majoritaire et on ne se pose même pas ces questions-là. Donc il est important de voir que finalement au Mexique, nous parlons un espagnol dit périphérique et qu'à l'intérieur même du Mexique, je m'amusais hier à dire que j'avais dîné un lonche avec una soda americana. Parce que même depuis Mexico, on n'appelle pas les choses de la même façon qu'à Guadalajara. Donc, cette prise de conscience interculturelle qui va au-delà des langues, au-delà des nations, au-delà des frontières géographiques, je pense qu'elle est importante. Et elle est accompagnée donc d'une réflexion métalinguistique et métacognitive, parce qu'il faut aussi insister sur le fait que la langue, toutes les langues, n'importe quelle langue, n'est pas un objet stable, constitué et inamovible, mais que toutes les langues sont en constante évolution et que toutes les langues ont des manifestations différentes. Donc, qu'il faut apprendre à utiliser la et les langues, non pas comme un objet fermé qui a un seul usage, mais comme quelque chose où nous avons un rôle actif à jouer, où nous participons et dont nous allons justement jouer sur différents registres, parce que même en espagnol, on ne parle pas de la même façon en famille, à l'université, dans la rue, etc. Donc, prendre conscience de manière active de cette dimension malléable des langues. Et pour terminer, justement parce que ces langues sont malléables, travailler en tant que professeur
sur l'impact des variétés choisies, être conscient des choix, faire des choix, parler une langue, c'est en permanence faire des choix, et offrir des choix. Donc, exposer nos apprenants à la variété des Français du monde, avec aujourd'hui un travail beaucoup plus aisé grâce au réseau, grâce à la technologie, qui nous permet de consulter, par exemple dans la Bibliothèque des Amériques, gratuite sur inscription, des auteurs contemporains qui écrivent depuis Haïti, depuis la Louisiane, depuis le Brésil en français, et qui nous permettent donc de découvrir que le français est une réalité qui va bien au-delà des frontières dans lesquelles on veut parfois l'enfermer. Voilà. Merci bien. Oui, ok, on est d'accord que il faut exposer nos étudiants à une série, à un éventail de variations, mais la deuxième question porte sur la systématisation de ces variations-là, non? Enseigner les variations pointe vers quelques méthodologies constituées, oui, non, lesquelles, comment, et maintenant je pense aussi au niveau de l'évaluation, non? C'est-à-dire, il y a des instruments d'évaluation qui parfois ne partagent pas cette vision de la variation, et donc comment faire pour justement systématiser et voir s'il y a des méthodologies que l'on peut quand même suivre, non? Donc, Monsieur Blanchet. Oui, merci Sarah. Effectivement, là on touche à une question centrale. C'est que, d'une part, depuis les années 1970, la didactique des langues s'est orientée vers le projet d'enseigner des langues pour s'en servir, des langues de communication. Et en même temps, on est resté de façon complètement contradictoire dans une vision normative des langues. Ça peut pas fonctionner comme ça, c'est pas possible. Et je suis d'accord que la question de l'évaluation est une question clé, parce que l'évaluation, c'est ce qui va à la fin rétroagir, revenir sur tout le cursus qui mène à l'évaluation. Et donc on a un vrai besoin de changer nos critères d'évaluation pour en faire des vrais critères de communication et non plus des critères linguistiques. Avec l'idée que quelqu'un qui utilise une langue s'en sert pour communiquer, pour poser des actes, pour atteindre des objectifs de relation, de communication. Et donc, ce qu'on doit vérifier, c'est la capacité de la personne à communiquer, à se faire comprendre, à réaliser ce qu'elle a besoin de réaliser, quelles que soient les formes linguistiques qu'elle a utilisées. Mais on est resté coincé par une idéologie de la norme. Et donc, on demande aux gens d'apprendre à communiquer, mais on n'évalue pas leur capacité à communiquer, on évalue leur capacité à utiliser des formes linguistiques standardisées. C'est parfaitement contradictoire. Donc, si on est d'accord sur le fait que les langues servent à communiquer, à entrer en relation, à faire des choses avec les gens, ce que j'appelle moi le faire ensemble, dans ce cas-là, il faut qu'on soit cohérent sur notre exigence en termes de formes linguistiques. Il faut qu'on abaisse la question des formes et qu'on la remplace par la question de la communication. Alors, tu disais, quelle méthodologie ça pointe? Depuis les années 1970, on est passé à ce qu'on appelle la méthode, l'approche communicative. C'est vieux, hein, quand même, 1970. Moi, quand j'ai commencé à enseigner le français langue étrangère en Afrique, au milieu des années 1980, on était déjà passé dans les méthodes communicatives. Personne ne communique dans la vie en français standard. Ou peut-être une toute petite minorité dont c'est la langue spontanée. Mais 80, allez, on va être modeste, on va dire 95%, peut-être 99% des gens communiquent dans la vie en français familier, en français local. Personne au Québec ne communique en français de Paris, ou presque personne. Personne à Alger ne communique en parlant le français de la grande bourgeoisie parisienne, etc. Personne à Marseille, ma ville natale,
ne communiquent ou très peu en français standard scolaire parisien. Donc si on se dit que l'objectif c'est de communiquer, on doit changer les critères et remplacer l'évaluation par une évaluation à la communication. Ok, l'objectif c'est tu dois pouvoir acheter du pain dans une boulangerie. Vas-y, tu rentres dans la boulangerie et tu me demandes du pain. Si je comprends ce que tu me demandes, si je te donne du pain, si tu pars avec du pain, très bien. Alors, bien sûr, peut-être tu vas me demander le pain comme ça. Tu vas rentrer et tu vas dire bonjour, monsieur le boulanger. Aujourd'hui, je veux manger du pain. Est-ce que tu peux me donner le pain? Oui, je peux te vendre du pain. Ça coûte 2 €. Et je te paye 2 € et tu me donnes le pain. Et tu pars avec le pain. Est-ce que ça a marché? Oui. Évaluation réussie. Pour acheter du pain, ça marche. Alors bien sûr, dans certaines situations plus exigeantes, il faudra avoir des formes de français plus adaptées à chaque situation de communication, ces critères de communication. Bien sûr. Moi, par exemple, ici, là, aujourd'hui, moi, je n'ai jamais appris l'espagnol à l'école. Je le comprends, je suis capable de le fabriquer parce que je l'ai beaucoup entendu, parce que je parle provençal, parce que je parle italien, parce que je suis venu au Mexique, en Argentine, parce que je comprends le portugais. Puedo hacer un poquito de castellano, entonces la gente me puede entender. Mais je ne suis pas capable de faire une table ronde en espagnol sur la didactique du français. Alors, je sais communiquer en espagnol dans certaines situations, mais je ne sais pas communiquer en espagnol dans d'autres situations. Donc, si on se dit que notre méthodologie didactique est une méthode communicative, est une méthode actionnelle, poser des actes, réussir des actes, dans ce cas-là, nos critères doivent être communicatifs et actionnels et ne plus être exclusivement des critères linguistiques. Et alors, vous aurez le droit de parler français à la mexicaine, comme moi, j'ai le droit de parler français à la marseillaise, ou comme mes amis algériens ont le droit de parler français à l'algérienne. Je vais vous raconter une anecdote et après je termine. Moi, j'ai appris l'anglais à l'école. Je ne l'ai pas beaucoup appris à l'école. J'ai surtout appris l'anglais en écoutant Bob Dylan, les Beatles et les Rolling Stones. C'était des très bons professeurs d'anglais dans ma génération. Et puis, quand j'ai eu l'âge, j'ai fini mes études. En France, à l'époque, il y avait quelque chose qu'on appelait le service militaire. Vous voyez, on était obligé d'aller à l'armée pendant 1 an, et moi, je ne voulais pas aller à l'armée. Et donc, comme j'avais fait des études, j'ai eu le droit d'aller enseigner le français dans un pays, à la classe, pour remplacer le service militaire. Comme j'avais fait des études d'anglais, on m'a envoyé enseigner le français dans un pays où la langue officielle est l'anglais. C'est un pays d'Afrique de l'Ouest qui s'appelle le Nigeria. Au Nigeria, les gens apprennent l'anglais à l'école, utilisent un anglais nigérian à leur façon pour communiquer dans la vie quotidienne, mais ils utilisent aussi leur propre langue, ils ont bien raison. Je suis arrivé dans ce pays que je ne connaissais pas pour enseigner le français à l'université et dans une alliance française. Je suis allé à l'université, au département de Foreign Languages, où il y avait l'anglais et le français, et j'ai commencé à parler l'anglais que j'avais appris, pas l'anglais très BBC Queen's English, parce que j'avais beaucoup écouté Bob Dylan et les Rolling Stones. Donc je savais parler un anglais un peu plus ordinaire, un peu plus familier. En fait, je parlais un anglais très européen quand même, hein. Vous voyez bien, un peu américain avec Bob Dylan, mais c'est tout. J'arrive au département, je fais connaissance avec les gens, puis il y avait le secrétaire du département qui était un Nigérian, un Haoussa, qui s'appelait Salissi, qui m'entend parler un peu anglais, puis un jour il vient me voir, très gentil, il vient me voir, master, you know something talk English now? I will show you, you go talk English proper, you go talk English well. Et il m'a appris à parler anglais
comme les gens avec qui je vivais, pour parler anglais comme eux. Parce que sinon, je restais un étranger, un blanc européen qui parlait un anglais snob. Et donc, j'ai appris à parler un genre de pidgin English, comme on dit, mais pidgin est un mot un peu péjoratif. Donc, je ne veux pas l'employer. J'ai appris à parler un anglais nigérian. Et les gens, et je me suis fait des amis, j'ai appris, j'ai discuté, voilà. J'ai aussi appris à parler la langue des gens du pays, qui s'appelle l'Aoussa, parce que moi je pense que même quand on enseigne et quand on parle une langue internationale comme l'anglais, le français ou l'espagnol, on doit respecter la langue locale des gens avec qui on vit et avec qui on travaille. Donc moi j'ai appris à parler Aoussa quand j'ai été travailler au Nigeria, j'ai appris à parler l'arabe algérien quand j'ai travaillé en Algérie, et j'aimerais bien que quand les gens viennent dans ma province, ils apprennent à parler provençal. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que il était important pour pouvoir communiquer efficacement, humainement, créer une relation humaine avec les gens. Il était important de parler leur anglais à eux et non pas un anglais très chic qu'on m'avait enseigné à l'école. C'est la même chose pour le français. Et comme vient très bien de le dire Hallyday, c'est la même chose pour l'espagnol. Donc moi, quand je vais en Amérique latine, j'apprends à dire quelque chose comme « yo hablo espagnol » parce que je sais qu'en parlant comme ça, je vais me rapprocher de la langue des gens. Et pour se rapprocher des gens, il faut se rapprocher de leur langue. Les langues servent à entrer en relation avec les gens. Et je dis toujours à mes étudiants, surtout ne respectez pas la langue, respectez les gens. C'est beaucoup plus important. Très brièvement, je rajouterais que, encore une fois, je suis d'accord avec Philippe, et que la prise en compte de ces variations correspond entièrement au postulat et de l'approche communicative, mais qui a été critiquée parce que ça n'a pas été traduit dans les faits, mais des postulats théoriques de la perspective actionnelle qui incluent aujourd'hui dans les composantes qu'il faut enseigner la variation de registre et la variation dialectale. Et je dirais que pour s'appuyer sur un corpus théorique, on peut faire appel à la notion de compétence qui recouvre non seulement les savoirs, donc le savoir linguistique, mais le savoir-faire, le savoir-être et parfois oublié mais très important, le savoir-apprendre, donc savoir à quel moment on doit apprendre telle ou telle variation, à quel moment il convient de se rapprocher des autres à travers cette variation. Et il y a un savoir qui n'est pas considéré, mais dont j'ai souvent entendu des éléments qui nous font penser qu'il faudrait l'inclure, le savoir devenir. Il y a ce que l'on est, mais il y a aussi ce que l'on devient au contact des autres. Donc, je pense qu'une perspective actionnelle élargie pourrait inclure ce savoir devenir aux côtés des autres, se faire ensemble avec les autres. Et je pense que ça va petit à petit se développer parce il est souvent question récemment de soft skills, les compétences douces. Et dans ces compétences douces, justement, il y a ce souci de s'adapter à l'autre, il y a énormément de choses en plus de la langue. Donc je pense que oui, la perspective actionnelle aujourd'hui nous donne des éléments théoriques pour soutenir cet enseignement des variations, mais plus que l'enseignement des variations, l'apprentissage de tout ce que implique cette variation dans cette gamme de savoir, savoir-être, savoir-faire, savoir-apprendre, savoir-devenir. Excellente réponse, oui. En effet, moi j'étais en train de penser un petit peu à ce français abstrait, non, ce français standard. Philippe, vous venez de le mentionner, non? C'est vrai que presque personne, et vous avez été vraiment généreux en présentant un pourcentage, non? Mais c'est vrai que ce français standard qui est encore évalué, c'est un français abstrait, non? Parce que personne ne l'utilise, ou dans certains contextes exclusivement. Et de l'autre côté, il me semble très important aussi de respecter les gens, ne pas respecter les langues. Et je pense aussi à notre manière de parler. Maintenant, je vois un de mes étudiants du master, Noé. Et voilà, nous avons une manière vraiment bien particulière, surtout avec le séminario que je partage avec Carlos. Et puis après, oui, c'est vrai que c'est un français
un français un peu meuf, non? C'est un français à nous et nous sommes très contents de parler ce français-là et donc voilà, on continue à enseigner ce français mexicain, ce français tapatio. Non? Ben voilà. Ceci étant dit, une dernière question concernant aussi la francophonie didactique. On en a parlé un petit peu aussi, dont on fait partie à l'Université de Guadalajara. Notre programme de formation de professeurs de français porte le nom officiel de licence de français langue étrangère. Or, M. Blanchet mentionne dans son intervention que le français devrait être enseigné plus comme une langue internationale que comme une langue étrangère. Nous sommes là devant deux perspectives différentes. Si oui, quelles en seraient les conséquences pour un programme comme le nôtre? Et que devrait-on faire pour que l'enseignement du français devienne justement français, langue internationale? Donc, M. Blanchet, c'est à vous. Alors, je trouve que c'est une bonne idée, merci, de remplacer le français langue étrangère par le français langue internationale, parce que finalement, pourquoi est-ce que les gens apprennent le français? C'est pour utiliser une langue qui va leur servir à communiquer dans de nombreuses situations, et pas seulement en France. Alors, qu'ils aient envie de venir en France et d'utiliser le français en France, très bien. Mais c'est très réducteur, c'est quand même dommage. C'est comme si on apprenait l'anglais. Alors, vous qui êtes en Amérique du Nord, hein, c'est comme si on apprenait l'anglais uniquement pour aller en Angleterre. Vous savez bien que l'anglais, pour vous, c'est avant tout une langue américaine, plus qu'une langue britannique. C'est la même chose pour le français. Alors, le français est moins une langue américaine que l'anglais, mais le français est beaucoup une langue africaine. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui parlent français sur le continent africain que sur le continent européen. Et que ça va augmenter. Hein. On pense qu'à partir de 2050, il y aura plus de francophones dans un ou deux pays, notamment au Congo, au Gabon, qu'en France. Hein. Voilà, moi qui m'intéresse beaucoup à l'espace francophone, je suis frappé par cette dimension internationale du français. Donc je trouve que c'est une bonne idée de parler de français langue internationale. Et puis, je voudrais ajouter une deuxième chose. Tout ce qu'on vient de dire, ça ne veut pas dire, ça ne signifie pas qu'il faut apprendre à parler toutes les variétés de français. Personne ne peut parler des variétés de français. Personne ne peut parler toutes les variétés d'espagnol. Personne ne peut parler toutes les variétés d'anglais. Pour prendre les trois langues les plus répandues au monde, hein, les trois grandes langues internationales du monde. C'est pas ça l'objet. L'objet ou l'objectif, c'est de concevoir ces langues comme des langues à grande diffusion, à grande variation, et que nos élèves, nos étudiants, soient préparés à rencontrer cette diversité-là. Hein. Que quand quelqu'un apprend à parler une de ces trois langues, qu'il ne soit pas étonné de rencontrer quelqu'un qui la parle différemment. Que nous soyons prêts à accepter cette différence linguistique. Peut-être qu'on aura du mal à comprendre. C'est pas grave. On va demander aux gens, on va leur dire, attends, parle plus lentement, j'ai du mal à comprendre. Tu peux répéter, est-ce que tu peux m'expliquer? Les gens vont vous aider. Parce que, a priori, la plupart des gens, si vous leur dites, je comprends pas, explique-moi, ils vont vous répondre gentiment. Évidemment, une fois de temps en temps, vous allez rencontrer quelqu'un de désagréable, qui va refuser, voilà. Tant pis, c'est probablement quelqu'un qui ne mérite même pas que vous cherchiez à le comprendre. Voilà. Mais sinon, quand vous dites aux gens, j'ai pas compris, vous pouvez répéter, vous savez, je suis pas très à l'aise en français, ou je suis pas très à l'aise en espagnol ou en anglais, les gens, ils vont vous aider, ils vont parler lentement, ils vont changer les mots, remplacer un mot par un autre, ils vont essayer de se faire comprendre. C'est juste que les gens ne soient pas ni surpris, ni arrêtés, parce qu'ils vont rencontrer des gens qui parlent différemment. Qu'ils soient préparés à cette idée, il n'y a pas un français, il y a des langues françaises. Il n'y a pas un anglais, il n'y a pas un espagnol, il y a des anglais,
il y a des Espagnols. Une fois que les gens ont ça dans la tête, ils sont prêts à rencontrer l'hispanophonie, l'anglophonie ou la francophonie. Et je trouve que ça a une vertu éducative, et je terminerai avec ça, ça a une vertu éducative parce que ça nous éduque à accepter la diversité des êtres humains, à accepter des gens qui parlent de façon différente, à accepter que des gens parlent une même langue, mais qu'ils aient des cultures très différentes, parce que vous pouvez parler espagnol et être du Léon ou être du Yucatan, vos cultures sont très différentes, mais vous avez une langue en commun qui vous permet de vous rencontrer à condition de respecter vos différences. Vous pouvez parler un Français de Bretagne, un Français du Sénégal ou un Français d'Amérique du Sud, vous avez une langue qui vous permet de vous rencontrer, mais vous respectez, vous êtes attentif à protéger, reconnaître la différence de culture, la différence de mode de vie, la différence d'environnement, la différence de pensée. Et ça a donc une vertu éducative, ça nous met dans la tête une valeur de respect de la diversité des êtres humains. Sinon, si on ne fait pas ça, on pose une norme et on dit les gens bien, les gens corrects sont tous comme ça et on disqualifie les autres. C'est terrible le mal que ça fait à la vie des êtres humains, à la vie des sociétés, parce que c'est la source de toutes les guerres, de tous les racismes, de toutes les xénophobies, de toutes les intolérances, et ça crée un monde épouvantable à vivre. Nous qui enseignons les langues, qui y réfléchissons, nous avons un pouvoir, c'est d'éduquer les gens à vivre ensemble. C'est merveilleux quand même. Donc il faut qu'on s'en serve pour qu'on enseigne la diversité des langues, non pas pour que les gens l'apprennent, mais pour que les gens la respectent. Merci bien Philippe. Donc, moi je répondrai simplement à la question, faut-il arrêter d'appeler la Lidifleu pour faire la Lidifli? Moi je pense que français langue étrangère et français langue internationale correspondent à deux catégorisations différentes. Quand on parle de français langue étrangère, on définit la langue par rapport à son contexte local, le contexte local d'usage, et quand on parle de français langue internationale, on parle du contexte potentiel global d'usage. Donc il me semble que ces deux catégories différentes qui peuvent avoir un sens selon le moment où on les utilise et qui ne sont ni contradictoires ni incompatibles. Personnellement, je ne vois pas de problème à continuer à parler de la langue du FLE, ni de continuer à être professeur de FLE, français langue étrangère, tout en tenant compte du fait que cette langue étrangère est une langue internationale et de tenir compte de cette diversité. Donc, je dirais simplement qu'il faut avoir un travail spécifique sur cette dimension internationale, pas, comme on l'a déjà dit, à une exposition à des variantes multiples et par l'acquisition de stratégies permettant de gérer cette diversité, cette complexité, qui est aussi cette richesse et cette possibilité de dialogue. Et cela nous arrive dans notre propre langue, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand je suis récemment allée au Chili, je lisais la carte du restaurant, je ne comprenais rien de ce qu'on m'offrait au restaurant parce qu'on appelle les choses d'une manière différente. Mais justement, on pose des questions, on dialogue, et c'est quelque chose qui existe dans toutes les langues, à l'intérieur même des langues. Donc c'est renforcer cette dimension dialogale, cette dimension effectivement du vivre ensemble qui va nous permettre donc de créer un réseau non seulement avec des francophones idéalisés et conceptuellement éloignés comme ceux de France ou de Madagascar, je parlais tout à l'heure des Malgaches, on peut avoir des contacts avec ces gens-là, mais parfois ils sont très loin, mais on a sur place une francophonie locale, une francophonie régionale, et il faut tisser des réseaux, et il faut, à l'intérieur de ces réseaux, promouvoir cette ouverture, ce respect, qui vont nous permettre finalement, je pense un peu comme les parents avec leurs enfants, en tant qu'enseignants, on a aussi un rôle de modèle, et il faut montrer par l'exemple que l'on est capable de gérer et d'apprécier cette diversité. Voilà. Cette image, c'est beau, non? Tisser des réseaux à partir de la langue, voilà, c'est très bien.
Donc, c'est incroyable, mais 3 questions. On couvert presque tout le temps de la table ronde, mais on voudrait quand même vous passer la parole, Monsieur Blanchet, justement si vous voulez quand même faire une sorte de clôture de cette section-là pour donner la parole au public, même 2-3 questions maximum. Et voilà, Monsieur Blanchet. Je ne sais pas quoi conclure. Pardonnez-moi. Je pense que ce à quoi tout ça nous invite, c'est à penser, alors d'une part, à penser les langues avant tout comme des moyens de relation. Moi, je crois beaucoup à ça. Et à détacher les langues des enjeux politiques nationaux. Par exemple, moi, il y a une chose que je trouve problématique, c'est qu'on représente les langues par les drapeaux de certains pays. Quand on vous représente le français, c'est toujours le drapeau de la France. Voilà, même sur mon ordinateur, si je le mets en français, j'aurai un drapeau bleu, blanc, rouge. Si c'est l'espagnol, c'est le drapeau de l'Espagne, et si c'est l'anglais, c'est le drapeau britannique. Et j'imagine que vous, Mexicains, vous réagissez comme moi, vous dites, mais pourquoi ce pays-là? Voilà. Alors en plus, vous êtes plus nombreux que les Espagnols, comme les Brésiliens sont plus nombreux que les Portugais. Bon, voilà. Et ça pose un vrai problème, cette espèce de sentiment de propriété d'une langue par un pays. Une langue, c'est quelque chose qui est là, qui est fait pour être partagé. Alors, ça, c'est un idéal. Heidi parlait tout à l'heure d'utopie. J'aime bien cette définition de l'utopie qui dit qu'une utopie, c'est un projet qu'on n'a pas encore essayé de réaliser. Donc, je pense qu'on peut essayer de réaliser des projets, de transformer les choses. Après, il ne faut pas oublier que les langues, effectivement, sont des objets qui sont aussi pris dans des enjeux de pouvoir, dans des enjeux de domination, et il faut en être conscient et, comment dire, ne pas être naïf avec ça. Hein, bon, voilà. Et donc, en même temps, se dire qu'on peut avoir un idéal, peut-être utopique, travailler à cet idéal de partage, et en même temps, être conscient qu'il y a des enjeux qu'il faut analyser, qu'il faut déconstruire, qu'il faut prendre en compte, évidemment. Moi, quand quelqu'un me dit « mais le français, c'est quand même avant tout la langue de la France », j'entends la langue du 5e pays le plus riche et le plus puissant du monde. C'est ça que ça dit aussi, quand on dit le français est la langue de la France. Hein. Voilà. Et donc je comprends que les gens disent ça, ils ont plein de raisons de dire ça, et je ne leur reproche pas. Donc je pense qu'il faut prendre en compte à la fois l'idéal, les projets et les enjeux, et essayer de voir comment on peut passer de l'un à l'autre. Au fond, l'éducation, ça nous sert à nous transformer, et donc l'éducation aux langues nous sert à transformer notre rapport aux langues. Je pense que ça fait partie de nos missions, que c'est une belle mission et que ça vaut le coup d'essayer. Merci bien, Monsieur Blanchet. C'est le moment de poser des questions de la part du public, et donc j'ai ici plusieurs questions. Cécilia Vaillet pose la question suivante. Que se passe-t-il avec le niveau d'exigence et de maîtrise de FLE quand on est enseignant de futur professeur de FLE et non pas d'un centre de langue? Il ne faudrait donc pas être trop exigeant. Donc, Philippe, Heidi. Moi, je donnerais à ceci la réponse que je donne à mes étudiants. Nul n'est tenu à la perfection, mais en tant qu'enseignant, nous sommes tenus, et en tant qu'enseignant-enseignant, nous sommes tenus à non pas une amélioration, mais une remise en question permanente. Si les enseignants sont des modèles, les formateurs sont eux aussi des modèles. Donc je pense que nous pouvons accepter d'avoir certaines lacunes, certaines failles, c'est normal, c'est humain, mais que nous devons être particulièrement conscients de ce qui va avoir un impact et montrer par notre façon de faire, de dire, qu'on est aussi dans cette évolution permanente, et parfois on se trompe, mais on apprend, on avance. Je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir un super niveau, parce que qui a un super niveau? Je connais plein de natifs
qui ont un niveau inférieur au nôtre, parce que c'est pas des spécialistes des langues comme nous. Mais en fait, puisque notre matière première c'est la langue, oui, il faut idéalement avoir des stratégies d'enrichissement permanent et de problématisation permanente de notre rapport à la langue, quitte à admettre que oui, que nous n'atteindrons jamais cet idéal de perfection qui existe. Philippe? Oui, je dirais d'abord, je ne vois pas pourquoi avoir des critères communicatifs, ça serait moins exigeant qu'avoir des critères linguistiques. Je pense qu'on peut exiger de l'efficacité communicative et relationnelle et que c'est tout aussi exigeant que de la forme linguistique. Parce que il y a des gens qui peuvent être capables de vous produire des formes linguistiques qui ne fonctionnent pas sur le plan de la relation et de la communication. Donc d'abord, je ne pense pas que ça se pose en termes de plus exigeant ou moins exigeant. La deuxième chose, c'est que je pense que il faut prendre en compte deux choses, enfin peut-être même trois. Il y a le fonctionnement même du système linguistique. Il y a un certain nombre de fonctionnements de base, si vous ne les avez pas acquis, qui vont poser des vrais problèmes de communication. Si vous confondez certains phonèmes qui ont un haut rendement d'opposition, pour prendre un exemple très technique et très linguistique, vous allez avoir des problèmes de communication. Bon. Mais pas tous les phonèmes et pas tous avec le même degré d'exigence parce qu'ils n'ont pas le même rendement linguistique. Bon. La deuxième chose, c'est la communication. Est-ce que vous êtes capable de satisfaire à certaines situations de communication, celles dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de communiquer dans certaines situations pour certaines choses, on n'a pas besoin de vous évaluer pour d'autres situations. Voilà, je veux dire, si votre travail c'est de parler avec des gens à un guichet, on n'a pas besoin de vous évaluer sur votre capacité à faire une dissertation de philosophie en français. Mais si votre travail, c'est de faire des articles en français dans un journal, on n'a pas besoin de vous évaluer sur la façon dont vous allez donner des renseignements dans un guichet. Je ne hiérarchise pas, hein, c'est juste une question de spécialité. Et la troisième chose, effectivement, c'est la réception sociale. Il y a des formes linguistiques qui vont être mieux acceptées socialement et d'autres qui le seront moins. C'est malheureux, parce que c'est de la discrimination. Mais si vous parlez français avec un petit accent britannique, c'est très chic. La personne va vous dire « Oh, vraiment, votre français, il est très bizarre. Hein? Vous devriez peut-être parler un français meilleur. » Ça, on ne va pas vous dire, parce que c'est chic. Mais si tu parles le français avec l'accent de l'Algérie comme ça, et que tout le monde te comprend, mais tu as la prononciation du français d'Alger, là les gens vont te regarder comme tu es un prolétaire, tu ne sais pas bien parler le français, c'est pas bon. Voilà. Ça, c'est de la discrimination. Exactement. Pourquoi est-ce qu'une prononciation britannique du français serait plus acceptée qu'une prononciation algérienne du français? Et croyez-moi, moi qui aime l'Algérie et les Algériens, ça fait 20 ans que je travaille avec eux, je trouve ça insupportable. Vraiment insupportable. Mais hélas, ça fait partie du monde social dans lequel nous vivons. Alors moi, je me bats pour transformer ce monde social, pour lutter contre les discriminations linguistiques, mais je dis à mes apprenants, faites attention. Si vous prononcez comme ça, vous serez mieux accepté. Si vous prononcez comme ça, vous serez mal accepté. Après, libre à vous de revendiquer votre identité ou d'accepter les dominations. Voilà. Parce que moi, je ne veux pas envoyer mes étudiants au casse-pipe, comme on dit en français, hein, à une situation difficile, qu'on leur refuse quelque chose dont ils ont besoin. Donc il faut leur dire, faites avec le monde tel qu'il est, hélas, mais travaillons tous ensemble à le transformer pour qu'un jour, si vous parlez un français sénégalais, tout le monde trouve ça aussi bien que si vous parlez un français parisien. Parce que les Sénégalais ont parfaitement le droit de parler français à la face. Nous avons une autre question, nous avons le temps d'une autre question et je crois que nous avons deux questions. Ok, donc mon collègue, ami
chefs, etc. Vous avez une question, Monsieur Carlos Solis. Oui. Alors, là, on parle beaucoup de standardisation et de diversité. Si l'on cherche HCV... Alors, si on veut achever cette dimension internationale et transculturelle du français comme langue étrangère, qu'est-ce qu'on peut faire si les outils pour le faire sont basés surtout sur des expériences qui tendent plutôt à la standardisation de la langue, comme c'est le cas du cadre européen de référence, non? Parce que c'est vrai que la plupart, par exemple, la bibliographie de ces documents est basée sur des expériences des auteurs anglo-saxons, et je sais pas si ça peut s'adapter au cas du FLE, même, et voir les cas des étudiants, des apprenants de régions si spécifiques, comme c'est le cas du Mexico, non? Du Mexique, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour exploiter les manuels et les sous-titres qui sont basés sur ce type de documents pour préconiser cette transculturalisation de la langue? Philippe. Alors d'abord, le cadre européen commun, il y a un malentendu. Il y a deux contradictions. La première contradiction, c'est une contradiction entre la première partie qui donne une définition très ouverte de la compétence plurilingue et interculturelle, et la deuxième partie qui, à cause de sa modélisation, vient contredire cette ouverture. Parce que si vous prenez la définition de la compétence plurilingue et interculturelle qui est dans la première partie théorique, elle est quand même longue, c'est vraiment l'idée qu'on est bilingue ou plurilingue dès lors qu'on est capable d'utiliser plus ou moins une autre langue en la mélangeant, en répondant à des situations de communication. C'est-à-dire qu'on laisse beaucoup de marge aux gens. Et puis, derrière, vous avez les critères, et puis A1, A2, B1, B2, C1, C2. La deuxième contradiction, et les gens qui sont les auteurs du CECR, du cadre européen, s'en sont beaucoup inquiétés, j'en connais, et beaucoup sont des collègues et des amis, c'est que le cadre européen, comme son nom l'indique, il était fait pour l'Europe. Il était adapté à une situation européenne, y compris sur le plan des cultures éducatives, des cultures d'enseignement, de la conception que les apprenants ont et les enseignants ont des langues en Europe. Ce cadre européen a eu un succès mondial, il a dépassé l'Europe et il est utilisé à peu près partout dans le monde d'aujourd'hui. Ça pose un vrai problème, c'est qu'il n'est pas forcément adapté aux cultures éducatives, à la conception des langues, à la conception des cultures. Alors, je sais par exemple que ça a été beaucoup critiqué, et c'est normal. Il y a en ce moment un projet pour construire au Maghreb, qui est une partie du monde que je connais bien et que je fréquente beaucoup, un cadre maghrébin pour l'enseignement des langues. Et ils ont raison. Alors, le cadre européen, c'est une bonne idée, ça, voilà, mais il faut se l'approprier. Encore une fois, il faut l'adapter à la diversité. Et du coup, le cadre européen, qui est au départ un bon outil, est parfois pas mal utilisé, mais utilisé au-delà de sa portée. Et du coup, ça pose des problèmes. Donc, si vous avez en Amérique latine, en Amérique hispanophone, des projets de ce type-là, la meilleure chose à faire, probablement, mais vous le savez mieux que moi, c'est de vous fabriquer votre propre cadre à vous pour l'enseignement des langues. Qu'est-ce que je peux ajouter à cela? Je pense qu'il faut vraiment partir effectivement de la proposition même du cadre et problématiser le cadre même. D'ailleurs, la notion de tâche sur laquelle est fondé le cadre est aussi une notion issue d'une tradition anglo-saxonne de task-based learning. Donc, je pense qu'il faut faire des lectures plurielles de ce cadre qui n'est pas aussi commun qu'on le voudrait, parce que ce cadre a été traduit en 42 langues, et si on se penche sur la traduction qui a été faite
de ce cadre, là où le français parle d'acteur, l'anglais et l'espagnol parlent d'agent ou agente, et ça change beaucoup la donne. Et là où on parle de compétences langagières en français, ça devient à nouveau une compétence linguistique en espagnol. Donc je crois que le cadre est suffisamment perfectible pour qu'on ose se l'approprier et le retravailler. D'ailleurs, il y a eu un volume complémentaire qui n'a pas eu autant d'écho que la version originale. Depuis 2018, les auteurs du cadre ont tenté d'apporter quelques réponses à certains des points qui étaient problématiques, mais définitivement, autant que les langues, ils sont patrimoine partagé, mais propre à chacun, où il faut avoir un rôle actif par rapport à la langue. Et je souhaitais aussi parler de cela, le fait que comme Philippe l'a dit, tous les locuteurs, même les apprenants de français, sommes des francophones actifs qui avons un rôle à jouer. Je pense qu'une logique semblable s'applique à tout savoir et savoir-faire, dont le savoir et le savoir-faire didactique. Et je pense que la didactique aussi a besoin d'être contextualisée, problématisée, appropriée. Et dans ce sens, quand tu posais la question, Carlos, tu parlais de transculturel, et j'étais en train de me demander, est-ce qu'il faut parler de transculture, d'interculture, de pluriculture? Quel est le terme exact pour parler de cela? Mais définitivement, tout souci de standardisation, et on va en parler, c'est l'appel à la conférence de ce soir, mais je pense que tout souci de standardisation, pour être réussi, doit être accompagné d'un souci de contextualisation. Les catégories, les modèles doivent être des éléments opératoires qui nous permettent d'œuvrer sur le monde et non pas de nous mettre des œillères et nous empêcher de travailler sur ce monde. Donc, la standardisation n'a pas que du mauvais. La standardisation nous permet aussi d'avoir une certaine voie, de suivre une certaine série d'étapes, mais il faut garder à l'esprit que cette standardisation est une catégorie purement opératoire et qu'il nous faut chercher à garder, en plus de la standardisation, la diversité, la multiplicité de la contextualisation. Ok, je pensais qu'on aurait du temps pour poser une autre question, mais on est déjà sur l'heure, donc voilà, tu pourras quand même, Noé, poser la question après. Et donc, Monsieur Blanchet, Madame Silva, nous vous remercions énormément de cette table ronde, de vos élucidations magistrales, il faut le dire. Et au nom du département de langue moderne, au nom de Olivia Diaz, on vous remercie énormément. Philippe, Olivia me dit quand même de te mentionner que tu es bienvenue quand tu viendras au Mexique. Donc voilà. Et de ma part, je vais changer encore une fois en espagnol. Les agradecemos muchísimo su presencia, tanto en las redes sociales como en vivo y en directo, y les recordamos que tenemos un evento más, la etapa conclusiva de este seminario. No se lo pierdan porque va a estar muy interesante, está como la segunda parte o el Matrix 2, bueno, pues aquí es como la segunda parte de estas elucidaciones que hemos tenido hasta el momento, y los invitamos de verdad muy cordialmente a no perderse la parte conclusiva de nuestro seminario en el Auditorio Hilton. Olivia. Y les recordamos que las redes sociales, por supuesto, para conocer. Tal vez soy la única que no sabe francés aquí, me da mucha pena admitirlo, pero estoy segura que el doctor Blanchet me entiende. Y que probablemente soy la única que no sabe francés aquí. Me da muchísima pena admitirlo, pero solamente le quería reiterar al doctor Blanchet la invitación. Esperemos que bajen esos números en Europa y que nos podamos ver muy pronto aquí en Guadalajara. Mil gracias. Ahora vamos a enviarle la ponencia con los subtítulos para que también la tenga a la mano, la que se va
a presentar más tarde. No sé si le quieras traducir eso rápido. Oui. Monsieur Blanchet, on va vous envoyer votre conférence déjà avec des sous-titres, donc que vous vous amusez bien de votre propre présentation. Et merci bien, Philippe, quand même. Je vous remercie. Je voudrais juste vous rappeler que je suis désolé de ne pas être venu vous rejoindre à Guadalajara, que je voulais vraiment venir, mais que l'épidémie de Covid qui reprend très fortement en Europe en ce moment m'en a empêché. Mais j'espère vraiment pouvoir venir vous rencontrer bientôt. Merci bien. Et Aïdé, on t'attend pour la deuxième et la partie conclusive de notre séminaire. Merci bien et à plus tard.